L'invitation de papa. Adulte seulement. Ta présence gâcherait l'atmosphère. Le lieu était le refuge alpin. À la réception, le directeur s'est approché de papa. Monsieur, la propriétaire doit vous parler. Il m'a désigné du doigt. La nouvelle femme de papa a murmuré, qui est-ce? Le lendemain matin, les appels ont commencé. Mais je devrais commencer par le début, car l'histoire ne commence pas au moment où mon père m'a désinvité de son mariage. Elle a commencé 6 ans plus tôt, quand ma mère est morte et que je suis devenu l'enfant qui lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 29 ans et j'ai passé les 6 dernières années à être effacé de la vie de mon père tout en construisant quelque chose dont il n'a jamais soupçonné l'existence. Ma mère est morte quand j'avais 23 ans. Anévrisme cérébral. Soudain. Un instant, elle riait en plein dîner, l'instant d'après, elle était par terre. Elle était partie avant même l'arrivée de l'ambulance. Mon père, Richard Dubois, était anéanti. Ils avaient été mariés pendant 28 ans, des amours de lycée qui avaient bâti une vie ensemble. Il était agent immobilier commercial. Elle était enseignante. Ils vivaient modestement mais confortablement à Annecy, en Haute-Savoie. J'étais leur unique enfant, le centre de leur monde. Après la mort de maman, papa a changé. Il ne pouvait pas me regarder sans la voir. J'avais ses yeux, son sourire, son rire. Chaque conversation avec moi était un rappel de ce qu'il avait perdu. J'ai besoin d'espace, m'a-t-il dit 3 mois après les funérailles. Être avec toi, c'est trop difficile. Je comprends. Je vais voyager, peut-être déménager. Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de découvrir qui je suis sans elle. D'accord. Tu t'en sortiras. Tu es intelligente, capable. Tu as toute la vie devant toi. Il a vendu la maison d'Annecy, la maison où j'ai grandi. Il m'a donné 37 200 € de la vente. Ton héritage, a-t-il appelé ça? Utilise-le à bon escient. Puis il est parti. Il a déménagé à Bordeaux, a trouvé un emploi dans une autre agence immobilière et a commencé une nouvelle vie. Nous nous parlions peut-être une fois tous les 3 mois, des appels téléphoniques gênants où il posait des questions superficielles et où je donnais des réponses superficielles. Je faisais le deuil de ma mère et je regardais mon père disparaître. J'ai pris les 37 200 € qu'il m'a donnés et j'ai fait quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Je travaillais comme analyste de données dans une jeune pousse technologique à Lyon, gagnant 63 240 € par an, vivant dans un studio et essayant de comprendre ma vie. La jeune pousse évoluait dans un secteur concurrentiel, l'analyse prédictive pour le commerce de détail. Nous avions un bon produit et une équipe intelligente, mais nous avions besoin de capitaux. Notre président-directeur général, Marc Fournier, était brillant mais à court d'argent. Il a offert des participations au capital aux premiers employés prêts à investir leur propre argent. Si tu investis 37 200 €, m'a-t-il dit, je te donnerai 2% de l'entreprise en plus de ton salaire et de la participation standard des employés de 1% supplémentaire. C'est tout ce que j'ai. Je sais que c'est un risque, mais je crois en ce que nous construisons. J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle me disait toujours de parier sur moi-même. J'ai investi les 37 200 €. 18 mois plus tard, nous avons été rachetés. Carrefour nous a achetés pour 173 millions d'euros. Ma participation de 3%, 5,2 millions d'euros. J'avais 25 ans. Je ne l'ai pas dit à mon père. Nous nous parlions à peine à l'époque. Il a appelé pour mon anniversaire et m'a demandé comment allait le travail. Bien, ai-je dit. Toujours dans la même entreprise. Techniquement, c'était vrai. Je travaillais encore là pendant la transition de l'acquisition. C'est bien, Éléonore. Continue de travailler dur. Je le ferai. Il n'a pas demandé de détails. Il ne le faisait jamais. J'ai pris mes 5,2 millions d'euros et j'ai engagé un conseiller financier, Grégoire Martin de Sommet Gestion de Patrimoine. Quels sont vos objectifs, a-t-il demandé. Je veux construire quelque chose qui dure. Des biens immobiliers qui génèrent des revenus et prennent de la valeur avec le temps. Intelligent. Commercial ou résidentiel? Les deux. Mais je suis particulièrement intéressé par l'hôtellerie, les propriétés de vacances, les complexes hôteliers. C'est à forte intensité de capital. J'ai le capital. Nous avons commencé à chercher. En 2021, Grégoire m'a présenté une opportunité, le refuge alpin,
un établissement de charme dans les Alpes françaises, à 2 heures de Lyon. 48 chambres, centre de conférences, restaurant, spa, vues imprenables. Les propriétaires prenaient leur retraite. Prix demandé, 11,9 millions d'euros. Il est sur le marché depuis 8 mois, a dit Grégoire. Ils sont motivés pour vendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de structurel. C'est juste cher à entretenir, et c'est saisonnier. Excellent en été et en hiver, plus calme au printemps et en automne. Le chiffre d'affaires est de 1,95 million d'euros par an. Les frais d'exploitation tournent autour de 1,5 million d'euros. Le bénéfice net est de 465 000 euros par an. C'est un rendement faible. Pas génial. C'est vrai, mais la propriété est sous-utilisée. Le centre de conférence réserve peut-être 40 événements par an. Le restaurant n'est ouvert que pour le dîner. Le spa fonctionne à des heures limitées. Il y a un potentiel de croissance, un potentiel significatif si la gestion est agressive. J'ai visité la propriété et j'en suis tombé amoureux immédiatement. Le pavillon principal avait été construit en 1987, construction en pierre et en bois, d'immenses fenêtres donnant sur des prairies alpines, à la fois confortables et sophistiquées. Les chambres avaient besoin d'être modernisées. Le restaurant avait besoin d'un nouveau concept. Le spa avait besoin d'un meilleur marketing. Mais la structure était parfaite. Je vais offrir 10,4 millions d'euros, ai-je dit à Grégoire. Tout en liquide. Clôture dans 45 jours. Il demande 11,9 millions d'euros. Ils demandent ça depuis 8 mois. Ils accepteront 10,4 millions d'euros pour en finir. Ils ont contre-offert à 11 millions d'euros. Nous nous sommes mis d'accord sur 10,7 millions d'euros. Le 15 août 2021, je suis devenu la propriétaire du refuge alpin. J'avais 27 ans. J'ai créé une société à responsabilité limitée, Holdings Hôtelier du Sommet. J'en étais l'unique propriétaire. La société de gestion immobilière que j'ai engagée s'occupait des opérations quotidiennes. Mon nom n'apparaissait nulle part dans les registres publics, sauf enfoui dans les documents de l'entreprise. J'ai investi 1,7 million d'euros supplémentaires dans les rénovations, modernisation des chambres, nouvelle image de marque pour le restaurant, expansion des services du spa et embauche d'une équipe de vente pour remplir agressivement le centre de conférence. En 2022, le chiffre d'affaires annuel a atteint 3 millions d'euros, et le bénéfice net était de 1 million d'euros. En 2023, le chiffre d'affaires a atteint 3,8 millions d'euros, avec un bénéfice net de 1,6 million d'euros. Le complexe est devenu l'un des lieux de mariage en montagne les plus prisés de la région, et c'est ainsi que mon père l'a trouvé. En janvier 2024, papa m'a appelé. C'était la première fois en 6 mois. Éléonore, j'ai des nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Je vais me marier. Je suis restée silencieuse. Elle s'appelle Vanessa Lambert. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans lors d'une conférence sur l'immobilier. Elle est merveilleuse. Je suis vraiment heureux. C'est super, papa. Félicitations. Merci. Je sais que ça fait un moment que ta mère est décédée. 6 ans. Ça fait 6 ans. Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. Le mariage est en juillet. J'aimerais que tu sois là. Bien sûr. Envoie-moi les détails. Il y a une chose. Vanessa ne sait pas vraiment qui tu es. J'ai marqué une pause. Que veux-tu dire? Je veux dire, j'ai mentionné que j'avais une fille, mais je n'ai pas beaucoup parlé de toi. De nous. Du passé. Pourquoi pas? C'est compliqué. Elle sait que ta mère est morte, mais elle ne sait pas à quel point c'était dur, comment je suis parti, comment nous ne sommes pas proches. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que nous avons une relation père-fille normale, que tu es occupé par ton travail et que c'est pour ça que nous ne nous voyons pas souvent. Papa. Je sais. Je sais que ce n'est pas juste pour toi, mais je prends un nouveau départ, Éléonore. C'est ma deuxième chance d'être heureux. Je ne veux pas y mêler toute la douleur et l'histoire. Alors, où est ma place dans tout ça? Tu es invité au mariage, bien sûr, mais peut-être qu'on peut garder les choses simples. Tu viens, tu souris, tu montres ton soutien. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les choses compliquées. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire qu'effacer notre histoire était insultant, que prétendre que nous avions une relation normale alors qu'il m'avait à peine parlé en 6 ans était absurde.
Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, d'accord, envoie-moi l'invitation. L'invitation est arrivée en mars 2024. Carton épais, typographie élégante. Richard Dubois et Vanessa Lambert ont le plaisir de vous convier à leur cérémonie et réception de mariage. Le 20 juillet 2024, le refuge alpin, Alpes françaises. J'ai regardé fixement le nom du lieu. Mon complexe. Ils se mariaient dans mon complexe et ils n'en avaient aucune idée. J'ai appelé la directrice du complexe, Patricia Moreau. Patricia, il y a un mariage réservé pour le 20 juillet. Le mariage Dubois-Lambert. Oui, je l'ai juste ici. 120 invités, privatisation complète du complexe, cérémonie dans la prairie alpine, réception dans la grande salle, événement de 2 jours. Ils ont réservé 40 chambres. Quel est le prix du forfait? 172 000 €. Ils ont versé la compte en janvier. Le paiement final est dû le 20 juin. Mon père dépensait 172 000 € pour un mariage dans un complexe que je possédais. Patricia, je dois assister à ce mariage. Vous connaissez les clients? Le marié est mon père. Silence. Puis, oh. Sait-il que vous possédez? Non. Et j'aimerais que ça reste comme ça pour l'instant. Compris. De quoi avez-vous besoin? J'assisterai en tant qu'invité. Une invitée normale. Mais je veux être tenu informé de tous les détails. Tous les changements, toutes les demandes, tout. Bien sûr. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une autre enveloppe de mon père. Pas une invitation, une lettre. Éléonore, je dois te parler du mariage. Vanessa et moi avons discuté de la liste des invités et de l'atmosphère que nous voulons créer. C'est un événement sophistiqué, élégant. Nous visons un ton spécifique. Je ne pense pas que ce soit approprié que tu y assistes. Je sais que ça semble dur, mais tu es jeune. Tu ne connais pas vraiment Vanessa. Tu ne connais pas nos amis. Ce serait gênant pour tout le monde. Et aussi, franchement, ta présence me rappellerait ta mère, le passé. Ce jour concerne mon avenir, la vie que je construis avec Vanessa. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas personnel. Il s'agit simplement de créer la bonne atmosphère pour notre célébration. Je me rattraperai. Nous pourrons dîner quand je serai de retour à Lyon un de ces jours, juste nous deux. Je joins un chèque de 4 700 €. Considère-le comme un cadeau. Achète-toi quelque chose de joli. Je t'embrasse, papa. J'ai lu la lettre 3 fois. Ma présence gâcherait l'atmosphère. Trop jeune, trop gênante, trop un rappel du passé. Des invités du mariage de mon propre père dans mon propre complexe. J'ai regardé le chèque. 4 700 €, comme s'il me payait pour que je reste à l'écart. Je ne l'ai pas encaissé. J'ai appelé Patricia. Les mariés viennent de me désinviter du mariage. Quoi? Mon père a envoyé une lettre. Il a dit que ma présence gâcherait l'atmosphère. Il ne veut pas de moi là-bas. Éléonore, je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Je viens quand même au mariage à ma propriété. J'ai tout à fait le droit d'être sur place pendant un événement. Je veux y être. Pas en tant qu'invité, en tant que propriétaire. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Probablement pas, mais je le fais quand même. De quoi avez-vous besoin de ma part? J'ai besoin de connaître chaque détail de leur événement, le programme, le plan de table, la liste des fournisseurs, tout. Et j'ai besoin d'être sur place mais invisible jusqu'au bon moment. Quel moment? Je le saurai quand je le verrai. Au cours des 3 mois suivants, j'ai observé l'organisation du mariage. Mon père et Vanessa étaient des clients exigeants. Ils ont changé le menu 4 fois. Ils voulaient que des fleurs spécifiques soient acheminées de l'étranger. Ils ont exigé que le personnel suive une formation de service supplémentaire. Vanessa appelait Patricia chaque semaine avec de nouvelles demandes. Les nappes doivent être ivoire, pas blanches. Le champagne doit être français, pas californien. Le quatuor à cordes doit jouer pendant le cocktail, pas de la musique enregistrée. Patricia a tout géré professionnellement, facturant de manière appropriée les changements et les ajouts. En juin, le forfait du mariage était passé à 203 000 €. Mon père dépensait plus de 200 000 € pour un mariage auquel je n'étais pas invité, dans une propriété que je possédais. Le 20 juillet 2024 est arrivé, clair et chaud.
Un temps de montagne parfait. Je suis arrivé au complexe à midi. La cérémonie était à 16 heures, la réception à 18 heures. Je me suis garé sur ma place de propriétaire privé derrière le pavillon principal, je suis entré par l'arrière et je suis allé à mon bureau, une petite pièce au 3e étage qui surplombait toute la propriété. De ma fenêtre, je pouvais tout voir. Les invités ont commencé à arriver à 14h30. Voitures de luxe, vêtements de créateurs. La famille de Vanessa venait de la vieille bourgeoisie de Neuilly-sur-Seine. Mon père avait clairement amélioré son cercle social. Je l'ai regardé accueillir les invités. Il avait l'air heureux, détendu, vêtu d'un smoking sur mesure qui coûtait probablement 3720 €. Vanessa est apparue à 15h45. Une robe magnifique Chanel, probablement. Elle avait l'air élégante, sophistiquée, exactement le genre de femme que mon père voulait pour son nouveau départ. La cérémonie était magnifique. J'ai regardé depuis la fenêtre de mon bureau, quatuor à cordes, prairie alpine, lumière du couchant. Mon père a pleuré quand Vanessa a remonté l'allée. Je n'ai rien ressenti, j'ai juste observé. Ils ont prononcé leurs vœux. Les invités ont applaudi. Puis tout le monde s'est déplacé vers la grande salle pour le cocktail. Je suis resté dans mon bureau, à regarder. Patricia m'a envoyé un message, le cocktail se déroule sans encombre. Le service du dîner commence à 18h30. Voulez-vous que je fasse quelque chose? J'ai répondu, pas encore. Je descendrai pendant le dîner. À 18h45, je me suis changé. J'avais porté un jean et un pull. Je me suis changé pour une robe de cocktail noire, des talons et les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait données. J'avais l'air d'avoir ma place dans un mariage sophistiqué. J'ai pris l'ascenseur de service jusqu'au rez-de-chaussée et j'ai traversé le couloir de service jusqu'à la grande salle. Patricia était postée près de l'entrée, coordonnant le service. « Vous êtes magnifique », a-t-elle murmuré. « Merci. Comment ça se passe ? » Parfaitement. L'entrée vient d'être servie. Le plat principal dans 15 minutes. Bien. Je vais faire un tour. Observez. Mon père ne m'avait pas encore vu. Je suis resté à l'écart de la table d'honneur. Je suis entré dans la grande salle par une porte latérale. La pièce était spectaculaire, lustre en cristal, nappes ivoire, centre de table de roses blanches et d'orchidées. Un orchestre de 12 musiciens jouait du jazz. 120 invités médecins, avocats, cadres de l'immobilier. La famille de Vanessa occupait 8 tables sur la gauche, les nouveaux amis et collègues de mon père sur la droite. J'ai longé le périmètre, invisible, juste une autre femme bien habillée dans une salle remplie de gens comme elle. J'ai pris une coupe de champagne d'un serveur qui passait et les siroté lentement. À la table d'honneur, mon père riait. Vanessa rayonnait. Ils avaient l'air heureux. J'ai ressenti un étrange détachement. C'était mon père, mais aussi un étranger. Un homme qui m'avait si complètement effacé de sa vie qu'il pouvait se marier sans moi et ne rien ressentir. Le témoin s'est levé pour porter un toast. Richard est l'un des hommes les plus remarquables que je connaisse. Un grand ami, un professionnel talentueux, et maintenant un mari dévoué à la belle Vanessa. Applaudissements. Je connais Richard depuis 5 ans, et je l'ai vu se transformer d'un homme hanté par la perte en un homme enthousiaste pour l'avenir. Vanessa, tu lui as donné une seconde chance d'être heureux. Nous t'en sommes tous reconnaissants. D'autres applaudissements. Aucune mention de ma mère. Aucune mention de moi. Son passé était effacé, son récit réécrit. J'ai fini mon champagne et j'ai posé le verre. C'était le moment. Je me suis dirigé vers la table d'honneur, lentement, délibérément. Patricia m'a vu. Ses yeux se sont agrandis. Elle s'est avancée pour m'intercepter, mais j'ai légèrement secoué la tête. Ça allait arriver. J'ai atteint la table d'honneur et je me suis tenu à environ 3 mètres. Mon père parlait à Vanessa, riant de quelque chose. Patricia est apparue à son coude, professionnelle et calme. Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais une affaire requiert votre attention immédiate. Papa a levé les yeux, légèrement agacé. Est-ce que ça peut attendre? Nous sommes en plein dîner. Je crains que non, monsieur. La propriétaire de l'établissement est ici et doit vous parler au sujet de l'événement. L'expression de papa a changé, passant à l'inquiétude. La propriétaire? Quoi, il y a un problème?
Rien ne va mal, mais elle aimerait vous parler. Elle. Patricia s'est tournée et m'a désigné. Je me suis avancé. Le visage de mon père a traversé plusieurs émotions en succession rapide, confusion, reconnaissance, incrédulité. Éléonore? Vanessa m'a regardé, puis a regardé papa. Qui est-ce? C'est ma fille. Ta fille? Je pensais qu'elle ne venait pas. Tu as dit qu'elle était trop occupée par son travail. J'étais occupé, ai-je dit calmement. Occupé à gérer ce complexe. Le silence s'est fait à la table. Papa s'est levé. De quoi tu parles? Le refuge alpin. Je le possède. Depuis 2021. Holdings Hôtelier du Sommet, c'est ma société à responsabilité limitée. La bouche de Vanessa s'est ouverte. Vous possédez ce complexe? Oui. Mais vous êtes si jeune. J'ai 29 ans. Assez vieille pour monter une entreprise. Mon père me regardait fixement comme si j'étais un fantôme. C'est impossible. Comment as-tu pu te permettre? La jeune pousse où je travaillais a été rachetée en 2020. J'ai gagné 5,2 millions d'euros. Je les ai utilisés pour acheter cette propriété, ainsi que plusieurs autres investissements. Tu ne l'as jamais dit. Tu ne l'as jamais demandé. En 6 ans, tu m'as appelé peut-être 20 fois. Tu as posé des questions superficielles. Pas une seule fois tu n'as posé de questions sur ma vraie vie, ma carrière, mon succès. Vanessa regardait de l'un à l'autre. Richard, tu as dit que ta fille était analyste de données. Je l'étais, avant l'acquisition. Maintenant, je suis propriétaire, entre autres choses. Le témoin, tenant toujours son micro, avait l'air confus. Devrais-je continuer les discours? Non, ai-je dit. Donnez-moi un instant. J'ai regardé mon père. Tu m'as désinvité de ce mariage. Tu as dit que ma présence gâcherait l'atmosphère. Que j'étais trop jeune, trop gênante, trop un rappel du passé. Éléonore, je peux expliquer. Tu es dans mon complexe, en train de dépenser 203 000 euros pour un événement dans une propriété que je possède, et tu ne m'as pas invité. Vanessa s'est levée. Richard, de quoi parle-t-elle? Tu as désinvité ta fille. Je lui ai envoyé une lettre, a marmonné papa. J'ai expliqué que le mariage n'était pas le bon environnement. Tu m'as payé 4 700 euros pour que je reste à l'écart, ai-je ajouté, comme si j'étais un problème à résoudre. Les invités commençaient à remarquer l'agitation. Les conversations s'arrêtaient. Les têtes se tournaient. Éléonore, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est exactement le moment et l'endroit, parce que c'est ma propriété, et tu es ici parce que je l'ai permis. Patricia s'est avancée. Mademoiselle Dubois, voulez-vous que je m'en occupe? Non, je vais m'en occuper. J'ai regardé mon père. Tu as passé 6 ans à faire comme si je n'existais pas, à construire une nouvelle vie, à prendre un nouveau départ. Et d'une manière ou d'une autre, tu as fini dans la seule propriété de la région que je possède, en dépensant plus de 200 000 euros sans jamais te demander à qui elle appartenait. Je ne le savais pas parce que tu n'as rien demandé. Sur ça, sur moi, sur quoi que ce soit. Vanessa pleurait maintenant. Richard, tu m'as dit que tu avais une bonne relation avec ta fille, que vous ne vous voyez juste pas souvent à cause du travail. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, ai-je dit. Il est parti après la mort de maman. Il m'a donné 37 200 euros et a disparu. Nous nous sommes à peine parlé depuis. Mais il t'a dit que tout allait bien parce que c'était plus facile que de dire la vérité. La salle était maintenant silencieuse. 120 invités regardaient ce drame familial se dérouler. Éléonore, s'il te plaît, a dit papa doucement. Pouvons-nous en parler en privé? Pourquoi? Tu ne m'as pas désinvité en privé. Tu as envoyé une lettre qui disait que je gâcherais ton mariage. Alors, me voilà, dans mon propre complexe, à te regarder célébrer un mariage auquel je n'étais pas autorisé à assister. J'ai fait une erreur. Tu as fait de nombreuses erreurs. Celle-ci n'est que la plus récente. Je me suis tourné vers Patricia. Le paiement final pour le mariage a-t-il été traité? Oui. Réglé il y a 3 semaines. 203 000 euros. Bien. J'ai regardé mon père. Profite de ta réception. La nourriture est excellente.
L'orchestre est talentueux. Tu as planifié un magnifique événement dans mon complexe, que tu ne réserveras plus jamais. Je me suis retourné pour partir. Éléonore, attends. Je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Je suis désolé, a-t-il dit. Pour tout. Pour être parti. Pour ne pas avoir été là. Pour t'avoir désinvité. Pour tout ça. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Que veux-tu que je dise, papa? Que ce n'est pas grave? Ce n'est pas grave. Tu m'as effacé de ta vie parce que je te rappelais maman, parce que ton deuil était trop difficile. Alors tu as fui, et tu as construit cette nouvelle vie où je n'existe pas. Félicitations, tu as réussi. Vanessa sanglotait. Richard, comment as-tu pu? Il l'a regardé, puis m'a regardé, puis a regardé les invités qui le fixaient tous. Je ne sais pas, a-t-il dit doucement. Je ne sais pas comment j'ai laissé les choses empirer à ce point. Débrouille-toi, ai-je dit. Mais ne le fais pas ici. C'est une transaction commerciale. Tu as payé pour un événement. Tu reçois un événement. Nous sommes des professionnels. Ton mariage se poursuivra comme prévu. Je suis parti en traversant la grande salle, passant devant les invités médusés, et suis sorti par la porte latérale. Patricia m'a suivi dans le couloir. Ça va? Je vais bien. C'était intense. C'était nécessaire. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, ils finissent leur mariage. Demain, ils partent, et nous passons à autre chose. Et votre père? Ça dépend de lui. Je suis resté dans mon bureau pour le reste de la réception, regardant de ma fenêtre la fête se poursuivre. L'orchestre continuait de jouer. Le dessert a été servi. Le couple a fait sa première danse, mais l'énergie avait changé. Les conversations se faisaient à voix basse. Les invités ne cessaient de jeter des regards à la table d'honneur, où mon père et Vanessa étaient assis dans un silence tendu. À 22 heures, les invités ont commencé à partir, plus tôt que prévu. À 23 heures, la grande salle était vide. Patricia m'a envoyé un message, ils sont montés dans leur suite. Voulez-vous faire un débriefing? J'ai répondu, demain. Je rentre à la maison. Je suis retourné à Lyon, dans mon pantouse de la presqu'île d'une valeur de 1,7 million d'euros que mon père ne savait pas non plus que je possédais. Le lendemain matin, à 7h30, mon téléphone a commencé à sonner. C'était papa. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé à 8h, puis 8h30, puis 9h. À midi, j'avais 47 appels manqués. Je lui ai envoyé un message, je ne suis pas prête à parler. Laisse-moi de l'espace. Il a répondu, s'il te plaît. J'ai besoin d'expliquer. J'ai fait de terribles erreurs. Je le sais maintenant. S'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer ça. Je n'ai pas répondu. Vanessa m'a envoyé un message depuis un numéro que je n'avais pas enregistré. Éléonore, c'est Vanessa. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Je n'en avais aucune idée. Richard m'a menti sur votre relation. Je suis dévasté. Si tu es d'accord pour parler, j'aimerais entendre ta version. Tu mérites mieux que la façon dont tu as été traité. J'ai apprécié. J'ai répondu, merci. J'espère que toi et mon père pourraient surmonter ça, mais j'ai besoin de temps avant de discuter avec l'un ou l'autre. Elle a répondu, je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Patricia m'a appelé. Les avis sur le mariage du Bois-Lambert sont intéressants. Ah bon? Plusieurs invités ont laissé des avis 5 étoiles louant le lieu, mais ils mentionnent tous un drame inattendu et une tension familiale. Un avis dit, magnifique propriété, personnel professionnel, mais la confrontation de la propriétaire avec son père pendant la réception était gênante à voir. C'est juste. Nous avons également reçu 3 demandes de réservation de personnes qui étaient au mariage. Elles ont toutes spécifiquement demandé si vous seriez sur place pour leurs événements. Pourquoi? L'une d'elles a dit, si la propriétaire se soucie assez pour se montrer quand on lui a fait du tort, elle se soucie clairement de sa propriété. C'est le genre d'endroit que nous voulons réserver. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, le drame est bon pour les affaires? Apparemment. Nous avons cette réservation de plus ce mois-ci. Des conséquences, en effet. Mon père continuait d'appeler.
Je continuais de l'ignorer. Finalement, 3 semaines après le mariage, j'ai répondu. Éléonore, merci de décrocher. Que veux-tu, papa? Je veux parler en personne, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que je te dois une explication. Des excuses. Plus que ça. Je te dois des années de conversation que nous aurions dû avoir. Tu ne peux pas réparer 6 ans en une seule conversation. Je sais, mais je dois essayer. S'il te plaît. Je suis restée silencieuse. Je viendrai à Lyon, a-t-il dit. Où tu veux. À tes conditions. D'accord. Il y a un café à la Croix-Rousse. Le café des Pentes. Samedi à 10 h du matin. J'y serai. Il est arrivé en avance. Je suis arrivé exactement à 10 h. Il avait l'air pluvieux, fatigué. L'éclat du mariage avait disparu. Nous nous sommes assis dehors et avons commandé des cafés. Merci de me rencontrer, a-t-il commencé. Tu as 1 heure. Parle. Il a pris une profonde inspiration. Quand ta mère est morte, je me suis complètement effondré. Je ne pouvais plus fonctionner. Je ne pouvais plus regarder quoi que ce soit qui me la rappelait, y compris toi. Je connais cette partie. Alors, j'ai fui. J'ai déménagé à Bordeaux, j'ai recommencé à zéro, j'ai bâti une vie où je n'avais pas à affronter la douleur. Tu as bâti une vie où je n'existais pas, oui. Et c'était impardonnable. Tu as perdu ta mère, et je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Oui, c'est ce que tu as fait. Je me suis dit que tu allais bien. Que tu étais capable, indépendante, que tu n'avais pas besoin de moi. J'avais besoin de toi. Pas financièrement, pas matériellement. Émotionnellement. J'avais besoin de mon père. Il pleurait maintenant. Je sais. Et je n'étais pas là. Non, tu n'étais pas là. Vanessa m'a quitté. J'ai levé les yeux. Quoi? Après le mariage, après qu'elle a appris la vérité sur toi, sur la façon dont je t'ai traité. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas épouser un homme qui avait abandonné sa fille, qui lui avait menti en disant qu'il avait une bonne relation avec toi. Je suis désolé. Ne le sois pas. Elle avait raison. Je ne la mérite pas. Je ne te mérite pas non plus. Mais je suis ici pour demander une chance. Pas pour tout réparer, juste pour commencer à essayer. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas. Peut-être qu'on se parle 1 fois par semaine. Peut-être qu'on dîne ensemble. Peut-être que j'apprends à connaître ta vraie vie, ton entreprise, ton succès. Toutes les choses sur lesquelles j'aurais dû poser des questions pendant des années. C'est beaucoup demandé. Je sais. J'ai bu mon café et j'y ai réfléchi. Voici ce que je suis prête à faire, ai-je dit. Nous pouvons nous parler 1 fois par mois pour commencer. Tu peux poser des questions sur ma vie. Je répondrai honnêtement. Mais je ne vais pas prétendre que les 6 dernières années n'ont pas eu lieu. Je ne vais pas te faire te sentir mieux à propos de tes choix. Je comprends. Et tu as besoin d'une thérapie. Une vraie thérapie pour gérer ton deuil de maman, parce que tu ne peux pas construire une relation avec moi alors que tu fuis encore son souvenir. J'ai commencé la semaine dernière, après le départ de Vanessa. J'ai trouvé un conseiller en deuil. Bien. C'est un début. Puis-je poser une question sur ton entreprise? Le complexe? Que veux-tu savoir? Comment as-tu fait? Construire quelque chose d'aussi réussi, si jeune? Pour la première fois en 6 ans, je lui ai parlé de l'acquisition de la jeune pousse, de mes investissements judicieux, de l'achat du complexe et de la façon dont je l'ai transformé en une entreprise rentable. Il a écouté. Vraiment écouté. Je suis fier de toi, a-t-il dit quand j'ai eu fini. J'aurais dû dire ça il y a des années. J'aurais dû être là pour te voir construire tout ça. Oui, tu aurais dû. Puis-je venir visiter le complexe un de ces jours? Voir ce que tu as construit. Peut-être. Un jour. Mais pas encore. D'accord. J'attendrai. Nous avons fini notre café. Une dernière chose, ai-je dit. Le chèque de 4 700 € que tu as envoyé, en essayant de me payer pour que je reste loin de ton mariage. Je suis tellement désolé pour ça. Je l'ai donné à une organisation de soutien au deuil pour les jeunes adultes qui ont perdu leurs parents. Au nom de maman.
Il a hoché la tête lentement. C'est parfait. Elle aurait aimé ça. Je sais. Nous sommes en janvier 2025, 6 mois après le mariage. Papa et moi nous parlons une fois par mois. Des appels téléphoniques. Gênant au début, mais de plus en plus facile. Il est toujours en thérapie, travaillant sur son deuil, apprenant à parler de maman sans s'effondrer. Vanessa m'a appelé une fois et m'a demandé si nous pouvions prendre un café. Elle voulait s'excuser en personne de ne pas avoir vu clair dans les mensonges de papa plus tôt. Nous nous sommes rencontrés. Elle était sincère, gentille. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, je pense que ce que tu as construit est incroyable. Le complexe, ton entreprise, ton indépendance. Tu as fait tout ça sans l'aide de personne. Merci. Ton père travaille sur lui-même. Je ne sais pas si nous nous remettrons ensemble, mais je voulais que tu saches que ce qui s'est passé au mariage, le fait que tu te sois défendu, c'était courageux. Ça ne m'a pas semblé courageux. Ça m'a semblé nécessaire. Parfois, c'est la même chose. Le refuge alpin est florissant. Nous sommes complets jusqu'à l'été prochain. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 4,8 millions d'euros cette année. J'ai acheté une autre propriété, un petit hôtel de charme à Toulouse. Je construis un portefeuille. La semaine dernière, papa a demandé s'il pouvait visiter le complexe. J'aimerais voir ce que tu as construit, si ça te convient. Juste toi et moi, et juste pour une journée. C'est juste. Il est venu hier, il a conduit depuis Bordeaux où il vit toujours. Je lui ai fait faire le tour, je lui ai montré les chambres que nous avions rénovées, le restaurant, le spa, le centre de conférence où il s'était marié 6 mois auparavant. Nous nous sommes tenus dans la grande salle, maintenant silencieuse. C'est ici que j'ai dit à Vanessa que je l'aimais pendant notre première danse, a-t-il dit. Je sais. Je regardais depuis mon bureau. Tu étais là tout le temps? Oui. Dans mon bureau à l'étage, à tout regarder. Ça a dû être douloureux. C'était éclairant. J'ai pu voir exactement qui tu étais devenu et qui j'étais devenu malgré toi. Il a hoché la tête. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. J'ai dû l'être. Je n'avais pas le choix. Nous sommes sortis dans la prairie alpine où il s'était marié. Maman aurait été fière de toi, a-t-il dit. Je sais. J'y pense tous les jours. J'essaie d'être fier de toi, moi aussi. J'essaie de vraiment être là pour toi. Je sais qu'il est tard, mais j'essaie. Je sais. Me pardonneras-tu un jour? J'y ai pensé. À 6 ans d'absence. Au fait d'être désinvité d'un mariage dans ma propre propriété. Au fait d'avoir construit un succès en silence parce qu'il n'y avait personne avec qui le partager. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour. Mais le pardon n'est pas quelque chose que l'on gagne avec quelques conversations et des séances de thérapie. C'est quelque chose qui arrive avec le temps, si ça arrive. C'est juste. Mais je suis prêt à continuer d'essayer, à continuer de parler, à voir où cela nous mène. Merci. C'est plus que ce que je mérite. Nous sommes redescendus de la montagne séparément, lui vers Bordeaux, moi vers Lyon. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Patricia, 3 nouvelles demandes de réservation sont arrivées aujourd'hui. Toutes des recommandations d'invités du mariage du Bois-Lambert. Ce lieu devient légendaire. J'ai souri. Le mariage de mon père, celui auquel je n'étais pas invité, était devenu la meilleure publicité que mon complexe ait jamais eue. L'histoire s'est répandue, la jeune propriétaire qui a confronté son père à son propre mariage, qui s'est révélée au moment exact où il pensait qu'elle n'existait pas. Les gens ont adoré. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était réel. J'avais bâti quelque chose de valeur, quelque chose qui comptait. Et quand mon père a essayé de m'effacer de sa célébration, je me suis quand même présenté dans ma propre propriété, selon mes propres termes. Les appels ont commencé le lendemain matin, exactement comme je le savais. Mais je n'en avais plus besoin, je n'avais pas besoin de ses excuses, de sa fierté ou de sa reconnaissance. J'avais déjà gagné. J'ai gagné au moment où j'ai acheté le complexe, au moment où j'ai bâti une entreprise dont il ne savait rien, au moment où je me suis tenu dans cette grande salle et que j'ai dit, c'est à moi. Son mariage n'était que l'épilogue. L'histoire était déjà écrite, et j'en avais écrit chaque mot.